Et on accueille sur Sud Radio l'invité d'André Berkoff, le professeur Luc Montagnier, biologiste et virologue, et prix Nobel de médecine en 2008. Bonjour professeur Montagnier. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ici à Sud Radio dans Berkoff dans tous ses états. Et ce qui est bien avec vous, c'est que depuis toujours, vous n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à penser en dehors de la boîte et à susciter les scènes polémiques. Et on ne va pas reparler du sida et de tout ce que vous avez fait à l'époque pour le VIH et pour et contre le VIH, bien sûr. Mais justement, là, très récemment, professeur Montagnier, et vous n'êtes pas le seul, je rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent en disant « Attention », sur le fameux coronavirus, sur le Covid-19, on a dit au départ, voilà, c'était chauve-souris, pangolin, chinois qui mangent ça, etc., etc. Et puis, il y a eu des voix qui se sont élevées après vous, ou en même temps que vous. Je veux juste, professeur Montagnier, avant de vous faire réagir, vous donner par exemple ce qu'a dit le microbiologiste russe, le professeur Petr Shumakov, qui va absolument vers vous. Il dit ceci, il dit à l'heure où le professeur Montagnier est discrédité et traité de complotiste par les médias aux ordres et la bien-pensance pour affirmer que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire à partir de virus classiques, on va vous laisser parler là-dessus, mais lui il dit, écoutez, c'est très clair, pour nous, dit le professeur Shumakov, en Chine, les scientifiques du laboratoire de Wuhan participent activement au développement de diverses variantes de coronavirus depuis plus de 10 ans. Alors, ils font pas cela pour créer des variantes pathogènes, mais pour étudier leur pathogénicité. Et ils ont fait, dit-il, des choses vraiment folles, selon mon avis. Un autre professeur japonais, il dit, je peux dire ceci, je peux dire avec 100% de confiance que Corona n'est pas naturelle, elle n'est pas venue de chauve-souris, la Chine l'a fabriquée. Si ce que je dis aujourd'hui se révèle faux maintenant ou même après ma mort, le gouvernement peut retirer mon prix Nobel, c'est ce que vous avez dit, mais la Chine ment et cette vérité sera un jour révélée à tous. Le professeur japonais a répété cela. Alors, professeur Montagnier, expliquez d'où vous est venue cette conviction, disons. Bon, d'abord, je travaille sur les virus à RNA depuis très très longtemps, bien avant le sida même. Alors, donc je m'intéresse bien sûr à ce qui se passe actuellement et sur l'origine de ce virus. Pourquoi c'est intéressant d'avoir l'origine? Parce qu'on peut en dériver à partir de ce qui a été fait. On peut en dériver des thérapeutiques nouvelles, n'est-ce pas? Et surtout savoir ce qui va se passer dans le futur de cette épidémie. Donc c'est très important de connaître l'origine. Alors l'origine classique, c'est donc un marché aux poissons de la ville de Wuhan, où des animaux porteurs de ce virus étaient là et ont été achetés, mangés, etc. Alors effectivement, je suis d'accord avec le professeur Shumakov que c'est une théorie qui ne correspond pas exactement à la réalité des faits. D'abord, les premières personnes infectées n'étaient pas au marché. Elles étaient plutôt dans un laboratoire qui n'était pas très loin. Et effectivement, comme il a dit également, plus de 10 ans, je dirais même 15 ans, des chercheurs chinois de haute valeur ont travaillé donc dans des laboratoires, y compris un laboratoire de très haute sécurité, sur les coronavirus portés par des animaux, notamment les chauves-souris. C'est ça. Et ça, il y a 10 ans, professeur Montagnier, il y a plus de 10 ans, cela? Il y a plus de 10 ans, oui. Ils ont publié très régulièrement. Après, en fait, l'épidémie de SARS qui a lieu et qui s'est produite aussi en Chine en 2003. Donc, ils sont aperçus très vite que le porteur était des chauves-souris, et les chauves-souris apparemment sans maladie. C'est-à-dire, c'est des porteurs sains, et donc c'est des réservoirs de virus. Et donc, ils ont étudié les coronavirus des chauves-souris, et certains de ces chercheurs, je pense, alors là, ce sont des hypothèses, parce qu'on n'était pas là-bas, hein, bien sûr. Mais simplement, d'après leurs publications, ils ont cherché à voir les facteurs qui pouvaient rendre ces chauves-souris dangereuses pour infecter l'homme, n'est-ce pas?
Donc, ceci a duré pas mal d'années. Ils ont publié plusieurs travaux là-dessus. Mais on peut penser que plus récemment, le virus actuel vient d'un virus de chauve-souris qui est très proche de celui maintenant qui affecte l'homme. Donc ils sont partis d'un modèle, si vous voulez, très proche, mais qui n'était quand même pas contagieux, qui n'était pas pathogène pour l'homme, parce qu'il manquait un récepteur. Alors il faut savoir que les virus ont besoin, pour pénétrer dans les cellules, de traverser la membrane des cellules, et et en général, il se fixe sur des protéines qui sont à la surface de ces cellules, et notamment donc ce qu'on appelle des récepteurs. Et il semblait que le récepteur pour le virus humain SARS n'existait pas n'était pas utilisé en tout cas chez les chauves-souris. Alors donc ils ont essayé d'humaniser, et c'est l'hypothèse la plus probable. Bien sûr, c'est une hypothèse du fait qu'il faudrait que les chercheurs eux-mêmes le disent. Mais on est dans un tel climat, si vous voulez, et puis il y a tellement de morts dans cette affaire que personne ne veut porter la responsabilité ou le chapeau. Le chapeau. Donc, moi je n'attaque personne, et je sais aussi, on constate que ce laboratoire était aussi financé par les États-Unis, par le NIH américain, et que donc pour des sommes assez importantes. Astronomiques, oui, paraît-il, oui. Pas astronomiques, mais enfin assez importantes. Donc, c'est aussi un facteur pour expliquer que personne ne veut vraiment sortir la vérité. Moi, je suis indépendant. Je suis un chercheur maintenant indépendant, et donc je peux dire ce que je trouve. Je parle surtout des faits. Mais alors, justement, plus tard, on devrait penser au futur. Et tout à fait, professeur Montagnier. Oui, restez avec nous parce que justement, on veut rentrer dans l'histoire même, comment ça s'est greffé, comment ça se passe. Et il y a eu d'autres témoignages, d'autres prix Nobel aussi, qui ont dit ce que vous dites après vous. Et ça provoque énormément, parce qu'on a commencé à dire, dès qu'on parlait d'un laboratoire, comment c'est sorti d'un laboratoire, c'est pas possible, c'est du complotisme, etc. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le voit. On se retrouve après cette petite pause. À tout de suite. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de physiologie de médecine, découvreur du virus du VIH, effectivement, et chercheur invétéré toujours et indépendant, en fait, depuis toujours. Il a été à l'Institut Pasteur, il a été partout, et nous parlons de cette théorie sur ce qui se passe avec ce virus. Professeur Montagnier, je voudrais juste vous faire lire et dire aux éditeurs du Sud Radio ce témoignage d'un autre prix Nobel, un professeur japonais, le docteur Tasuku Honjo. Voici ce qu'il a dit il y a 2 jours. Il a carrément, il a été dans votre sens, et il a dit: je connais bien tout le personnel de ce laboratoire, le laboratoire dont vous parliez. Je les ai tous appelés après l'accident de Corona, mais tous leurs téléphones sont morts depuis 3 mois. Il est maintenant entendu que tous ces techniciens, dit ce professeur japonais, sont morts. Selon alors lui dit ceci: ça ne peut être que humain. Pourquoi? Parce que selon la nature, la température est différente selon les pays. S'il était naturel, il n'aurait affecté que les pays à la même température que la Chine. Au lieu de cela, il se propage dans un pays comme la Suisse, de la même manière qu'il se propage dans les zones désertiques, alors que s'il était naturel, il se serait propagé dans les endroits froids, mais serait mort dans les endroits chauds. J'ai fait 40 ans de recherche sur les animaux et les virus. Ce n'est pas naturel. Il est fabriqué, et ce virus est complètement artificiel. Je travaille depuis 4 ans dans le laboratoire Wuhan de Chine. Je connais bien tout le personnel de ce laboratoire. Je les ai tous appelés, etc. Et en finissant, il dit: sur la base de toutes mes connaissances et recherches jusqu'à ce jour, je peux dire cela avec 100% de confiance, que Corona n'est pas naturelle, elle n'est pas venue de chauve-souris. Est-ce que vous souscrivez à cette prise de position, professeur Montagnier? Je souscris à cette déclaration, mais il n'est pas certain qu'elle vienne du prix Nobel, M. Honjo. Mes amis japonais ne sont pas au courant. Mais enfin, en tout cas, ça a été dit dans les médias, hein, sur son initiative. Oui, allez-y. Enfin, je pense qu'il faudra demander au professeur Honjo lui-même
s'il a vraiment parlé de tout ça. Ben, peut-être il est possible qu'il ait parlé une partie, qu'il ait dit une partie de ce qui vient d'être lu, mais peut-être pas tout, parce qu'il n'a pas travaillé à Wuhan, par exemple. Il n'a pas été dans 4 ans au laboratoire de Wuhan. À Wuhan, d'accord. Oui. Bon, mais enfin, sur le fond, sur le fond, sur le fond, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord que ce virus avait toutes les qualités pour être produit par des laboratoires de haute sécurité avec des chercheurs très compétents en biologie moléculaire. Alors, bien sûr, l'hypothèse naturelle est toujours possible, mais enfin, nous, ce que nous avons trouvé, c'est qu'une partie du génome, c'est-à-dire le long ruban de RNA qui porte l'information génétique du virus, une toute petite partie, peut-être moins de quelques pourcentages, est tout à fait étrangère au virus. Elle est probablement d'origine extérieure. C'est pour ça qu'on parle d'éléments exogènes du virus. Et cette partie contient effectivement des petits morceaux du virus du sida, 2 virus du sida, de toutes les familles, d'une part, et d'autre part, elles sont concentrées dans un tout petit morceau du génome du virus. Donc c'est pas du tout au hasard que ces séquences existent, elles sont concentrées dans une toute petite partie. Et alors la surprise également, c'est que comme ce virus évolue très vite, il mute, il a des mutations, et ce qu'on appelle des délétions, c'est-à-dire une partie de ce génome s'en va. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est justement cette partie porteuse d'éléments extérieurs qui disparaît le plus vite. Donc, comme s'il y avait une sorte de rejeté, afin de rejet. De rejet, De rejet par le virus lui-même de cette partie. Par le virus lui-même, c'est encourageant, c'est quand même encourageant. Et en tout cas, ça prouve que cette partie est tout à fait particulière. Et nous continuons à étudier ces séquences en détail, car, je le répète, c'est une partie anormale du virus de chauve-souris. Alors, est-ce que ça veut dire que cette partie, enfin, ce que vous avez, je ne dirais pas ces greffons, je ne suis pas scientifique, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette partie, disons, qui ne devrait pas être là, ou en tout cas, cette partie extérieure, justement, le côté sida exogène, comme vous l'avez dit, est-ce que ça inclinerait à penser qu'il y a une fabrication humaine ou pas? Oui, c'est effectivement, on pense à cela, que c'est quelqu'un c'est une main experte qui a mis ces séquences de HIV, de virus du sida, dans cette partie du génome. Et ceci à titre d'expérimentation? Oui, pardon. À titre d'expérimentation, professeur? Pourquoi? Effectivement, l'hypothèse la plus probable et acceptable, si on peut dire, c'est que ça a été fait pour humaniser un coronavirus pour porter un vaccin, n'est-ce pas? Pour porter un vaccin contre le virus du sida. Mais ceci a dû échouer, ou bien, en tout cas, les virus qui sont sortis sont peut-être porteurs de virus du sida, mais ils sont également très très dangereux par l'effet du coronavirus. C'est le coronavirus. Le SARS a montré que, quand même, il était dans le passé, il y avait des souches pathogènes pour l'homme, humanisées à partir d'animaux, c'est vrai. Et on peut penser que la même chose s'est produite par accident, c'est-à-dire que un chercheur ou des chercheurs ont, par erreur, fait sortir ce virus du laboratoire de haute sécurité. Et c'est très difficile de travailler dans un laboratoire qu'on appelle P4, n'est-ce pas? Tous les chercheurs là-dedans sont en scaphandre et ils ne respirent que de l'air filtré, n'est-ce pas? Comme dans un scaphandre. Dans un sous-marin, dans l'espace ou ailleurs, C'est très difficile de travailler très longtemps là-dedans et même sans l'apercevoir, on peut faire des erreurs. Donc c'est tout à fait possible. Il y a déjà eu des exemples dans le passé avec ce laboratoire que le virus se soit échappé. Et
Voilà, l'épidémie a commencé avec un patient qu'on appelle 0 et puis plusieurs. Le problème de la transmission est très important puisque une personne peut en infecter 3, n'est-ce pas? Alors, on a très vite ou 5 même, on a dit. Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible, c'est d'humain à humain. Bien sûr, et on voit ça actuellement dans nos pays, en Italie, en France, mais aussi encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, en quelques semaines, l'épidémie a explosé. Il y a plus de 1 million de personnes affectées. C'est incroyable. Donc, ça veut dire ça se répand. C'est extrêmement transmissible. Et ça, je crois que les chercheurs qui ont manipulé ce type de virus ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient en partie. J'appelle donc des apprentis sorciers, parce que on touche au génome des virus. Évidemment, on ne touche pas encore à notre génome à nous, mais on a tous les moyens moléculaires, les techniques pour faire n'importe quoi. Pour ajouter des gènes, pour enlever, etc. Mais c'est terrifiant, hein, professeur Montagnier, sans faire de la science-fiction, de la thriller. C'est-à-dire que ces manipulations, effectivement, ces Frankenstein, elles peuvent échapper à leurs auteurs. Non pas qu'ils l'aient voulu, hein, bien sûr. C'est une erreur humaine, vous l'avez dit vous-même. Mais c'est quand même terrifiant, quoi. C'est terrifiant et c'est une leçon pour l'avenir. Il faut vraiment interdire ce genre de recherche. Les gouvernements ont signé des accords pour ne pas faire ce genre de recherche, comme pour les autres sources de mort, comme l'énergie atomique, etc. Mais est-ce qu'il est sûr qu'ils respectent cela? C'est difficile. Surtout quand ils reçoivent encore de l'argent pour continuer, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. Donc, ils doivent justifier. Dites-moi, professeur Montagnier, le laboratoire dont vous parlez n'a rien à voir. Il n'y a rien eu comme expérience au laboratoire qui a créé le franco-chinois à Wuhan aussi, l'autre laboratoire P4. Lui n'est pas... Il n'y a qu'un seul laboratoire P4 à Wuhan qui a été effectivement créé avec l'aide de la France. Parce que la France a une des laboratoires à Lyon, sous l'impulsion de M. Charles Mérieux. Un laboratoire P4 a été constitué il y a quelques années. C'était à l'époque pour travailler sur l'Ebola, n'est-ce pas? Le virus Ebola. C'est une autre famille de virus, mais il est extrêmement mortel, on peut dire. Il est pas contagieux parce qu'il pue tellement vite la personne qu'elle n'a pas le temps de le transmettre à d'autres. Mais par contre, il est très mortel et donc il y a quelques foyers de temps en temps qui éclatent dans les pays africains. Alors le virus du coronavirus, lui, comme l'a dit mon collègue japonais, il aime plutôt la chaleur, n'est-ce pas? Pour vivre, et il n'aime pas le froid. Alors donc on peut espérer que avec le réchauffement climatique, avec le fait qu'on entre maintenant au printemps dans la partie chaude de notre vie, eh bien on aura peut-être une décroissance rapide. Et surtout, je répète, avec peut-être ces mutations qui se produisent sur la partie manipulée, on va avoir une décroissance rapide de l'épidémie. Espérons-le, docteur Montagnier, espérons-le, professeur Montagnier. Restez avec nous, surtout, après les informations. Nous allons avoir les auditeurs du Sud Radio et je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Merci et à tout de suite. Et de plus en plus, les Français parlent au français, ici, ailleurs, parce qu'ils ont besoin de questionner. Nous sommes toujours avec le professeur Luc Montagnier et on attend vos appels, auditeurs du Sud Radio. Auparavant, professeur Montagnier, je voudrais vous demander maintenant, le virus est là avec tout ce qui se passe et plus on avance, plus on espère, on va découvrir, comme vous dites, s'il y a un jour des remèdes ou des vaccins, il faut savoir d'où il vient. Mais je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de la querelle, enfin, appelons-le comme ça, des protocoles qui s'opposent actuellement, ou en tout cas, est-ce que vous avez, il y a eu Discovery dont on parle, il y a le protocole Raoult, il y en a d'autres, on parle tous les jours d'un nouveau remède, mais on ne sait pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette médiatisation et surtout, en fait, de cette formidable polémique des rapports? Tout le monde cherche, effectivement, mais apparemment cherche avec polémique. Professeur Montagnier. Oui, qu'il y ait un débat scientifique, c'est normal.
surtout quand on travaille sur un objet qu'on connaît mal. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'on voit un coronavirus créer une telle épidémie mondiale. Alors, donc la raison est pourquoi, n'est-ce pas? Alors, on sait qu'il est très transmissible, très contagieux d'une part, et qu'il il peut aussi causer des morts. Mais il n'est quand même pas très pathogène, en ce sens que beaucoup de personnes infectées s'en sortent très bien, hein, y compris des premiers ministres en Angleterre, par exemple. Absolument. Donc, donc c'est un bon exemple pour montrer que bon, c'est pas un virus qui tue trop, qui tue très souvent, mais il faut quand même savoir pourquoi. Et je crois que les premiers essais thérapeutiques ils sont faits avec les moyens du bord. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'il est émergé assez vite un dérivé de la quinine, n'est-ce pas, la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Et ça, c'est un premier pas important. Et il faut rendre hommage au professeur Raoult de l'avoir très bien essayé et diffusé là où il fallait le faire, c'est-à-dire au début de l'infection, n'est-ce pas? Pas à la fin. Oui, c'est ça, surtout. Bon, alors, comment agissent ces médicaments, on ne le sait pas encore très bien, mais ce que l'on observe dans toute infection, y compris les infections non pulmonaires, c'est un stress oxydant très important. Donc, l'utilisation de médicaments antioxydants se justifie pour traiter les symptômes les plus ennuyeux, la toux, le fait qu'on a du mal à respirer, etc. Et donc, on sait aussi maintenant que c'est grâce aux récepteurs de l'angiotensine que le virus utilise sa façon de pénétrer dans les cellules pulmonaires, mais aussi dans d'autres organes, n'est-ce pas? Parce que ce récepteur n'est pas seulement dans les poumons. Donc c'est logique. C'est logique d'utiliser ce genre de produit, et logique également de lutter contre les surinfections, c'est-à-dire que souvent les infections pulmonaires, on le sait très bien pour le rhume et la grippe, n'est-ce pas, commencent par un virus, se terminent avec des bactéries qui profitent d'une infection virale. Donc traiter par des antibiotiques actifs à large spectre est tout à fait justifié, c'est l'azithromycine. Donc cette combinaison me paraît tout à fait logique. Alors après, il y a d'autres essais, mais je le répète, il faut connaître davantage la physiologie, la pathophysiologie de ce virus pour trouver des inhibiteurs spécifiques. Il y a de très bons exemples qu'on traite d'autres virus ARNA par des inhibiteurs spécifiques. C'est par exemple le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C a été complètement éradiqué et est éradiqué chez beaucoup de personnes infectées par des inhibiteurs spécifiques. Alors, donc, ceci veut dire qu'on peut espérer, doit pouvoir trouver la recherche, trouver des inhibiteurs spécifiques de la réplication du virus lui-même. Mais on peut espérer cela, oui. Mais on peut l'espérer, bien sûr. Absolument. Donc, en tout cas, cette bithérapie, notamment du professeur Raoult, vous paraît quand même encourageante dans un premier temps. Même si tout à fait. Je crois qu'il y a un consensus pour penser qu'on aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis et je pouvais détecter leur maladie au fait que leur voix s'était beaucoup altérée. Mais enfin, ils ont effectivement atteint des stades où ils ont du mal à respirer, etc. Eh bien, maintenant, leur voix est revenue normale, ils ont repris le travail. Enfin, c'est donc après, par téléphone, on peut faire un diagnostic et pronostic. Absolument. Mais ainsi, merci professeur. Alors, on a des auditeurs, Jean-Marie. Absolument. On a Emmanuel qui nous appelle de la Creuse. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour André. Merci pour vos émissions. Bonjour à votre invité également, voilà, à qui j'aimerais poser une question qui est un petit peu à côté du sujet que vous abordez ce matin. C'est sur un point qui ne me paraît pas clair au niveau du lavage de masques. C'est-à-dire qu'on nous dit dans un premier temps que pour se débarrasser du virus qu'on pourrait avoir récolté sur les mains, il faut se les laver à l'eau savonneuse, donc à une température supportable pour la peau, donc certainement pas à 60 degrés. Et pour le masque, on nous dit
il faut un lavage à 60 degrés. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi sur les mains, le virus part à température ambiante avec du savon, et pour le masque, il faut absolument une température de 60 degrés. Je vous pose cette question parce que je n'ai pas de machine et que ma laverie automatique, malheureusement, est à 30 km de chez moi. Donc je ne vais pas y aller tous les 2 jours, vous voyez. C'est une bonne question pratique. Professeur Montagnier, est-ce que vous avez par rapport à cette histoire de température? Les détergents sont très efficaces parce qu'ils empêchent le virus de s'attacher, n'est-ce pas, au textile ou aux mains, etc. Donc, c'est la base, c'est le savon. D'autre part, pour ce qui est du chauffage, effectivement, les masques, il vaut mieux pas les traiter trop par les détergents, on peut abîmer la texture, et à ce moment-là, on peut prendre une température. C'est pour le lavage à la machine ou bien le lavage... en général, les machines montent à 60 degrés. Et il vaut mieux monter à 60 degrés qu'à 30, à 40, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, c'est pas contradictoire, je crois. Il faut se laver les mains avec du savon, avec des détergents, à la température normale, on peut dire. Et puis, d'autre part, laver les choses qui résistent à 60 degrés, les laver à 60 degrés. Emmanuel, il faudrait qu'avec des voisins, que vous ayez une machine à laver, vous voyez, et 60 degrés. C'est pas contradictoire, mais c'est nécessaire, hélas. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Emmanuel. 0826 300 300. Marie nous appelle des Landes. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur le professeur. Alors, 2 questions. La première question, j'ai été surprise que certains membres de l'Institut Pasteur vous contredisent et même les termes qu'ils ont employés ne m'ont pas plu. Mais je voudrais savoir si certains membres de cet institut ont participé aux recherches dans ce laboratoire chinois. Ce qui pourrait expliquer leur position. La deuxième question est plus intéressante pour les Français. Étant donné que ce virus serait artificiel, est-ce que cela expliquerait que les enfants soient plus facilement touchés, puisque Necker et Trousseau ont donné l'alerte, l'Angleterre et la Belgique aussi, ce qui changerait peut-être la face des choses. Qu'en pensez-vous, monsieur le professeur? Merci, monsieur Berkoff, de l'avoir invité. Merci à vous. D'abord, première question, le rôle de l'Institut Pasteur. Ce dont je me suis aperçu, moi je suis parti de l'Institut Pasteur il y a pas mal d'années, mais je m'intéresse bien sûr toujours. J'ai encore quelques collègues que je connais là-bas. Bien sûr. Mais il y a longtemps, il y a longtemps, j'ai découvert donc que l'Institut Pasteur, pour les premières épidémies de coronavirus liées qu'on appelle au SARS, n'est-ce pas, au syndrome respiratoire aigu, qui est produit au début des années 2000, l'Institut Pasteur a isolé ce virus et pris un brevet qui couvre ce virus, bien sûr, mais qui ne couvre pas le corona actuel. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais pourquoi cette polémique avec vous, professeur Montagnier? C'est vrai qu'il y a eu des mots et des échanges de mots. Moi, j'ai été surpris, d'autant plus que c'est des collaborateurs que j'ai fait promouvoir, en fait, quand j'étais à l'Institut Pasteur. Et je m'étonne, si vous voulez, on peut discuter, c'est pas le moment peut-être de discuter très technique, mais la polémique venait du rôle des petites fractions, des fragments de virus du sida que l'on trouvait. Ils sont trop petits pour faire quelque chose, ils sont assez grands pour faire quelque chose. Moi, j'ai la preuve qu'ils sont assez grands pour faire quelque chose. Alors voilà, je pense que la science, la vérité scientifique finira par sortir. Et puis ça fait partie des polémiques. Je leur souhaite bonne chance. Je connais encore quelques collègues qui travaillent sur le virus de la grippe. Eh bien, maintenant, ils se sont convertis au coronavirus. Très bien. Ils font partie de la recherche et je les respecte. Et donc, je ne ferai pas de polémique avec eux. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne, et puis qui dit recherche, vous l'avez dit vous-même, dit discussion.
et remise en question et contestation. Mais alors, en ce qui concerne les enfants, et vous savez, la seconde partie, oui. Alors, les enfants, les enfants. On s'est quand même étonné que cette épidémie ne touchait pas beaucoup les enfants, n'est-ce pas? Et maintenant, on dit qu'on les trouve aussi dans les hôpitaux, etc. Donc, je ne sais pas. On peut dire que peut-être ils sont épargnés parce que, ils sont moins, ou si vous voulez, ils ont un bon système immunitaire, ils ont des bonnes façons de se défendre. Donc, à partir d'un certain âge, parce que les enfants très jeunes, eux, au contraire, n'ont pas de système immunitaire suffisant. Donc, je crois qu'il faut attendre pour dire, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas une focalisation sur les enfants. Ça, c'est très heureux. Oui, ce qui est bien, c'est effectivement, la majorité des chercheurs, des scientifiques, les enfants sont beaucoup moins porteurs que les adultes, ou beaucoup moins contaminés que les adultes. Alors, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est un fait. Merci. Merci Marie de nous avoir appelés. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. Et nous, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff dans tous ses états. Eh bien, toujours dans tous nos états, évidemment, parce qu'on n'est pas les seuls à être dans tous ces états. Il y a des virus aussi qui nous attaquent. Et autre chose, et nous attendons vos appels, vos coups de cœur avec le professeur Luc Montagnier qui est encore avec nous et je l'en remercie pour quelques minutes. Et vous nous appelez au 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Florian qui nous appelle de la Loire-Atlantique. Oui, bonjour Florian. Bonjour M. Berkoff, bonjour. Professeur Montagnier, je suis vraiment ravi de vous avoir en ligne, parce que j'ai une question qui tourne dans ma tête. Depuis que j'ai vu votre intervention sur un plateau de télévision, il y a peu de temps, la première fois je pense, où vous avez annoncé d'ailleurs cette évocation du morceau du VIH. Vous avez évoqué les ondes, l'action des ondes sur, pas forcément un traitement, mais en tout cas une action. Positive ou négative, j'entends par là une augmentation de la mutation, éventuellement de l'agressivité, ou au contraire, la possibilité de destruction. Ce sont des études que je suis depuis des années. Je m'intéresse énormément à la physique quantique. Et c'est quelque chose qui occupe mon esprit. Professeur J'aimerais avoir Montagnier, votre avis, si vous pouvez développer un peu plus sur ce point des ondes et l'action sur le virus. Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques et par exemple, on a dit que la ville de Wuhan où là a été installée la 5G avec 10 000 antennes, c'était un facteur augmentant l'agressivité du virus et favorisant les décès. Donc c'est une possibilité, mais effectivement, il faut appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution veut dire s'il y a un effet quelconque de l'environnement, on ne sait pas s'il est s'il est bien ou il est mauvais. Ben, il vaut mieux s'abstenir de le faire, de l'utiliser jusqu'à une preuve qu'il est vraiment sans danger. Alors, donc, mais je reviens effectivement aux applications thérapeutiques possibles des ondes. Et ce que nous trouvons, c'est que il y a des ondes associées avec l'ADN et probablement aussi avec l'ARN des virus. Et ces ondes peuvent permettre un diagnostic et peut-être un jour un traitement. Alors si effectivement on connaît des fréquences qui peuvent tuer cette partie du génome du coronavirus qui a été inséré, eh bien là, ça sera un grand progrès, bien sûr. Donc je plaide pour développer des instituts de recherche dans ce niveau. Malheureusement, la France n'a pas l'air de beaucoup écouter ça, mais on peut le faire ailleurs. Merci, professeur Montagnier. Et merci Florian de votre appel. Nicolas nous appelle de l'Indre, 0826 300 300. Bonjour Nicolas. Et bonjour messieurs, je suis content de saluer le professeur Montagnier, un des berrichons les plus célèbres. J'avais
j'avais une question pour monsieur le professeur Montagnier, qui connaît sûrement bien la communauté scientifique internationale. Sur quoi travaille le laboratoire P4 qui a été vendu par François Hollande à l'Arabie Saoudite? Voilà, est-ce que je suppose qu'il a connaissance de ce laboratoire P4 en Arabie Saoudite, sachant que c'est un pays qui n'a pas vraiment de culture d'ingénierie et tout. Est-ce que ces laboratoires P4 travaillent uniquement sur la bactériologie ou sur des armes chimiques ou sur... Voilà, c'était ma question. Oui, professeur Montagnier, vous avez vent de ce laboratoire P4 en Arabie Saoudite? J'ai eu surtout vent de l'épidémie qui a eu lieu avant, qui était la survenue d'une maladie très, très mortelle, causée par un autre coronavirus qu'on a appelé MERS, pour Middle East, etc. Et ce virus a été une sorte de modèle aussi pour les gens qui travaillaient ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Chine. Alors, le laboratoire P4, je pense, sera capable en Arabie Saoudite, sera capable de aussi travailler sur ce virus. Mais enfin, attention, il ne faut pas créer non plus un virus très dangereux et le laisser échapper. J'espère que non. Oui. Mais je voudrais dire aussi que souvent, on prend presque autant de précautions au niveau inférieur qui est P3. Moi, j'ai travaillé sur le virus du sida toujours soit en P2, soit en P3. P2, c'est être confiné dans le laboratoire et rien n'en sort. Et P3, on a de la pression négative de l'air, de telle façon que ça sort, mais ça ne rentre pas. Alors, mais déjà travailler en P3, c'est très difficile, hein, c'est très fatigant. Et donc, je souhaite que ce laboratoire P4 ne soit utilisé que vraiment pour des cas très, très graves. Enfin, le MERS maintenant a un peu disparu, on peut dire. Mais c'est possible effectivement que d'autres virus puissent venir. On est toujours à la merci de nouvelles épidémies. Il faut bien, c'est aussi une leçon de ça. Et surtout les virus respiratoires, c'est les plus dangereux. Mais professeur Montagnier, juste une chose par rapport, vous avez dit, vous avez un P2, P3. On est confiné complètement, les chercheurs ne peuvent pas sortir quand on est dans ces laboratoires, on est vraiment totalement confiné. Dans le P3, il y a un sas, vous changez de costume, de blouse, etc. Vous pouvez mettre un masque, etc. Mais on a quand même ce qu'on appelle des hôtes à flux laminaire à l'intérieur, c'est-à-dire des hôtes qui sont en pression négative, vous voyez. Donc ce qui se sous hôte ne sort pas dans l'atmosphère du P3. Mais donc la précaution quand même, quand les quantités de virus sont très importantes, c'est de travailler en P3 plutôt que dans P2. Et une dernière question juste, par exemple au P4, au laboratoire P4 dont Nicolas parlait en Arabie Saoudite et autres, les contrôles sont toujours quand la France participe ou un autre pays qui finance, etc. Est-ce que les contrôles sont mixtes ou à un moment donné c'est le pays lui-même qui contrôle seulement, ou les contrôles sont forcément et toujours irrévocablement et heureusement mixtes ou pas? Non, je crois que c'est au gouvernement, au pays qui reçoit de s'en occuper ensuite. Donc, on n'a pas un œil après sur ce qui se fait. Il y avait, je crois, un accord entre la France et la Chine pour que des chercheurs français viennent travailler dans ce P4 de Wuhan, mais finalement, l'accord n'a pas été exécuté. D'accord, ça a été que les Chinois. Merci beaucoup, professeur Montagnier. Merci pour tout ça et merci à nos auditeurs. Et merci pour votre présence. À très vite. Et bien surtout, restez avec nous. Restez sur Sud Radio, chers amis qui nous écoutez. Vous pouvez encore nous appeler 0826 300 300. Dans quelques instants, on revient. En compagnie de Charles qui nous appelle de Paris. À tout de suite. Confinement, déconfinement, ce coronavirus sera-t-il un jour vaincu? Bien sûr, mais quand? Comment on va s'en sortir? En sachant qu'on va s'en sortir et ce sera aussi grâce à nous. Nous sommes avec les auditeurs de Sud Radio, avec encore le professeur Montagnier pour un moment.
et on vous écoute. Eh bien, on écoute Charles qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonjour Charles. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à Guy Montagnier, au professeur Luc, Montagnier. Luc. Oh, désolé. Vraiment. C'est pas grave. Je vais essayer de pas bafouiller. Voilà, enfin, je voulais poser une question, mais avant, je voulais donner quelques chiffres des données hospitalières du Covid-19 du site officiel du gouvernement. Ouais. Alors, vous savez, quand vous téléchargez ces données, vous avez une ribambelle de chiffres avec des points-virgules. Donc, le truc, c'est de mettre ça sur un tableur pour voir des choses un peu lisibles. Et on en sort ensuite des pourcentages. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, si on prend le pourcentage des décès qui sortent de l'hôpital, enfin les pieds devant si vous voulez, de l'hôpital, oui. On est à 2,65% des décès au niveau de la nation, alors que les sorties en guérison sont à 4,64% pour le 13. Sur Paris, les décès sont à 9,61% et les sorties ne sont que de 8,24%. Donc ça, c'est les chiffres. Voilà. Donc, et si vous prenez le département des Bouches-du-Rhône, il est largement devant tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a le Var qui s'en sort pas mal, il y en a quelques autres, mais il y a plus de guérisons à l'hôpital des Bouches-du-Rhône. C'est clair, net et précis. Voilà. C'est donc je voulais donc c'était en voilà, donc c'était en réaction. Oui. Oui, allez-y. En réaction à, en fait, sur la polémique un peu, parce que Marseille, c'est un peu le protocole Raoult et on en a parlé. Donc, vous semblez penser vous aussi que ça joue un rôle non négligeable dans les chiffres que vous avancez. Et oui, si on prend ces chiffres, oui, c'est possible en tout cas. C'est possible que ça vienne de là parce que c'est des chiffres du gouvernement. Voilà, j'ai un membre de ma famille qui a pris le protocole Raoult dans le département de l'Allier et 2 jours après il était quasiment guéri. Enfin bon, c'est un cas individuel, on peut pas en tirer grand chose, mais bien sûr. Voilà. Et plus largement, je voulais parler aussi des Luc Montagnier est très ouvert scientifiquement et je pense qu'il y a des mouvements. Je voudrais comparer la religion avec la science. Quand vous prenez la religion, il y a des gens qui sont très des ayatollahs, des gens qui ont des œillères, qui cherchent les sacrilèges, alors que la religion, c'est d'abord la spiritualité, se retrouver ensemble. C'est d'avoir une vision spirituelle des choses. Dans la science, j'ai l'impression que c'est pareil. On ne veut pas en France. En France, on n'aime pas les statistiques, on n'aime pas les recherches empiriques. L'empirisme, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, sans pour autant savoir exactement comment ça marche. Et voilà, il y a un manque d'ouverture flagrant de la communauté scientifique en France. Je trouve. Voilà. Alors Nicolas, on va demander au professeur Montagnier, effectivement, professeur Montagnier, est-ce qu'il y a on le sait d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a en science où il ne devait pas y en avoir, d'ailleurs, c'est vraiment pas le domaine, est-ce qu'il y a quand même des ayatollahs, et on le voit quelquefois dans certaines polémiques, c'est dû à l'ego ou c'est pas dû à la science? Oui. C'est tout à fait d'accord, mais je voudrais parler pour les médecins, parce que les médecins, le médecin autrefois avait un rôle de prescripteur lui-même, il faisait ses propres solutions, sirop, etc. Et cet esprit a disparu alors que les grandes innovations sont venues de France, Claude Bernard, Pasteur, au 19e siècle et même au début du 20e siècle. Alors je voudrais défendre l'idée que les médecins doivent avoir le droit de prescription, notamment de l'hydroxy. Chloroquine, oui. Chloroquine, voilà. Oui, c'est bien. Vous défendez le droit de prescription des médecins. Mais c'est important qu'un savant tel que vous le dise. Oui, c'est très important, ça. Je crois que les médecins doivent avoir le droit de prescrire l'hydroxyquinoline, chloroquine. Voilà mon message. Et en général, au-delà de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, les médecins devraient avoir le droit de prescrire comme ils le sentent face à un patient qu'ils voient en détresse.
Tout à fait. Enfin, s'il était en détresse, il est bien sûr pris en charge pour les services spécialisés. Mais je pense le médecin, au début, n'est-ce pas, au début de la maladie, de l'infection, a un rôle très important. Très bien. Il doit le garder. Merci de ce message. Merci de ce message. Merci à vous, Nicolas. Merci Charles. Jean-Marie. Oui, Barbara nous appelle de l'Aude au 0826 300 300. Bonjour Barbara. Bonjour Monsieur Berkoff, merci infiniment et bonjour Professeur Montagnier. Il y a une question qui me taraude terriblement depuis le début du Covid-19. Est-ce qu'on sait si, et ça fait un peu suite à la question de votre auditeur précédent, mais ça va peut-être un petit peu plus loin. Est-ce qu'on sait si le gouvernement français a laissé la technologie, enfin fait des transferts de technologie du niveau des laboratoires P4, autre qu'en Chine et en Arabie Saoudite? Est-il normal que nous abandonnions nos technologies, qui sont des technologies vitales au sens fort du terme, puisqu'on voit le résultat, on a des dizaines de milliers de morts, à des dictatures? C'est un peu comme si on leur remettait la boîte de Pandore et on les laisse faire. Vous voulez, faites ce que vous voulez. J'ai du mal à croire qu'on pourra demander un jour à la Chine ce qu'elle a fait dans ce laboratoire P4 et savoir s'il n'y a vraiment pas une responsabilité gouvernementale pour une raison toute simple. Quand il s'agit de laisser sortir une œuvre d'art, le gouvernement sait mettre son veto. Et quand il s'agit de la vie des citoyens, pas seulement de nous, de tous les citoyens de la planète, là on remet entre les mains du diable, excusez-moi, une dictature pour moi c'est le diable, on remet la mort entre les mains du diable. Oui, c'est une vraie question, ça, Luc Montagnier. C'est vrai, parce que c'est toujours la question de la science et de qui l'utilise, et du couteau à la bombe atomique ou à la bombe à hydrogène. Effectivement, Barbara, pas une vraie question. Que faire quand il s'agit de régimes autoritaires, dictatoriaux, qui pourront ensuite faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de contre-pouvoir? Une vraie question, ça. La science, la conscience. Oui, mais la France n'est pas seule à avoir cette technologie. Elle existe déjà d'ailleurs. Avant la France, il y a plusieurs laboratoires en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc, bien sûr. Si la France n'aide pas, d'autres aideront ces pays. Et au contraire, il vaut mieux à mon avis, leur permettre de sortir un peu de cette dictature au niveau scientifique. Je crois qu'effectivement, c'est très mauvais d'imposer, au nom d'une idéologie, d'imposer la recherche qui se fait, et bien sûr de mettre son veto s'il y a quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement. Je crois qu'il y a malheureusement, il y a une intrusion du politique dans la science. Partout, on peut dire. Pas seulement en Chine, mais partout, aux États-Unis, en France, etc. aussi, il y a des vétos, des dictatures qui sont moins fortes, mais qui ont le même pouvoir. En ce sens, par exemple, vous voulez écrire un article sur le corona qui est contre la doctrine officielle aux États-Unis, eh bien, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas, parce qu'il y a un veto des experts qui sont... qui dépendent un peu des politiques sans doute pour refuser cet article. Alors, donc voilà, je pense qu'il y a... Même aux États-Unis. Ah ouais. C'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est-à-dire qu'on impose des dictats scientifiques mais qui n'ont rien à voir avec la vérité scientifique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la politique, c'est l'intrusion de la politique dans la science, enfin pour la déformer, quoi, en fait, quelque sorte. Absolument. Donc, on fait, ou bien il y a les péchés par omission, si vous voulez. On empêche de sortir des... Je vais vous citer un exemple très concret. L'histoire des moutons à l'université de Saragosse en Espagne. Un groupe de chercheurs a vu que l'aluminium pouvait créer les mêmes effets chez les moutons que un vaccin contre un autre virus des moutons. Et donc c'est l'aluminium, qui est l'adjuvant principal de beaucoup de vaccins en France et ailleurs. Et cet article a été accepté par les experts scientifiques et refusé par l'éditeur au nom d'un je ne sais quoi.
Voilà. Mais attendez, je ne sais quoi, Luc Montagnier, parlons-en un peu. Est-ce que ce n'est pas aussi des conflits d'intérêts? Est-ce que l'aluminium ne serait pas moins cher que tel ou tel vaccin qui rapporterait beaucoup plus gros? Il y a quand même ça aussi. Non, c'est le fait que l'aluminium a été utilisé depuis assez longtemps, 1920, et les industries pharmaceutiques ne veulent pas changer parce que ça leur coûterait trop cher. Ce qui coûte trop cher, c'est le changement. C'est pas le coût de l'aluminium ou de son remplaçant, c'est le changement alors que c'est un fait que tous les vaccins contre les animaux ne contiennent plus d'aluminium en France, en tout cas, par exemple, mais ils en contiennent encore pour les bébés. On vaccine aussi des personnes âgées avec le vaccin contre la grippe qui contient de l'aluminium. Et la maladie d'Alzheimer semble liée à cette accumulation d'aluminium dans leur cerveau. Voilà. Intéressant. Très bien, merci. C'est pas normal, pas du tout. Oui, comme quoi, la politique et la science. Merci. Autre question. Oui, merci, Xavier nous appelle de Perpignan. Oui, bonjour Xavier. Bonjour André, j'adore vos émissions, bien sûr, comme tout le monde, parce que c'est la seule radio qui est bien différente. Bonjour au professeur Montagnier. Alors, je vous appelle parce que le professeur, tout à l'heure, a parlé que beaucoup de gens ont l'espoir qu'avec l'été et les grosses chaleurs, le virus disparaît. Mais il se trouve que j'ai vécu 3 ans en Équateur et en Colombie, et notamment à Guayaquil, qui est une ville où il fait 35 degrés toute l'année, et malheureusement, le virus est vraiment explose là-bas. Donc je voulais savoir comment... le coronavirus, vous parlez du coronavirus, oui, c'est ça? Oui, bien sûr, du coronavirus, bien sûr, du Covid-19. Voilà. Donc je voulais savoir comment on peut se baser pour savoir que la chaleur pourrait tuer ce virus. Et d'ailleurs, comme dit le professeur Montagnier, s'il est un virus non naturel, ça pourrait s'expliquer qu'il ne gêne pas les grosses chaleurs. Professeur Montagnier? Je crois que ce virus est ubiquitaire, effectivement, même aussi en Afrique. Il y a des noyaux d'infection qui sont inquiétants, parce que l'Afrique n'a pas souvent les moyens de la santé. Alors, j'écoute si vous voulez. Hein, simplement, et parfois, l'idée que le virus résiste mieux à des climats chauds qu'à des climats froids se fait sentir, par exemple, en France, où un auditeur a parlé tout à l'heure que les Bouches-du-Rhône avaient moins de cas de décès que le nord de la France. Alors peut-être, c'est pas. Est-ce que c'est lié au climat? C'est une question. Ça peut être lié à d'autres choses. Au protocole, on ne sait pas, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant, 35 degrés en Équateur, et le coronavirus se développe 35 degrés, en tout cas là-bas, comme quoi. C'est humide, je crois. Hein. C'est donc. Le virus peut-être aime les aérosols, enfin tout ce qui permet de rester, de survivre, on peut dire, dans les petites gouttelettes de l'eau, etc. Donc c'est possible, il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi, je répète, les autres facteurs d'environnement, les ondes, la l'humidité, etc. Merci à vous pour votre intervention. Merci professeur Luc Montagnier d'être intervenu sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300.